Plus de 157 400 nouveaux étudiants étaient attendus dans les universités d'État au Cameroun pour le compte de la nouvelle année académique 2022-2023 qui a démarré le 4 octobre dernier, ce qui porterait l'effectif total à plus de 551 206 étudiants. Pour cette édition de la rétrospective de l'information, nous posons la problématique de l'impact de l'offre académique dans un contexte d'inflation généralisée. Nous parlerons également de vie chère, nous parlerons également de la particularité de la formation camerounaise avec celle offerte par les universités d'Afrique subsaharienne. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la rétrospective de l'information, le rendez-vous des faits marquants de la semaine. Jean-Paul Mbia est notre invité, il est conseiller technique numéro 1 au ministère de l'Enseignement supérieur. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, chère madame, merci de m'avoir invité. Bienvenue sur le plateau de la Rétro. Merci. Alors, comment se porte l'Université du Cameroun en cette rentrée académique? L'université, il faut d'abord le dire en passant, l'université déjà est en deuil. Avec la disparition il y a 3 semaines du professeur Yves-Sébastien Invoudou, professeur titulaire de mathématiques, de très brillant, un esprit très brillant, qui avait toute la confiance de monsieur le ministre d'État. Qu'à cela ne tienne, au-delà de ce voile noir, l'université a les carillons de la rentrée ont retenti le 4 octobre 2022. La rentrée effective? Rentrée effective dans tous les campus universitaires, c'est-à-dire dans les 11 universités d'État, 99 établissements universitaires, et puis maintenant 415 instituts privés d'enseignement supérieur, où notamment 515 000 étudiants à peu près ont retrouvé le chemin des campus, des laboratoires et des centres de formation, y compris les incubateurs d'entreprises. D'accord. Alors, d'après le dernier classement Cybermetrics, 4 universités camerounaises, les universités camerounaises justement, figurent dans le top 100 du ranking web pour l'Afrique subsaharienne. Je précise que le critère de sélection, c'est la présence de ces universités sur le plan digital, l'Internet. Oui. Eh bien, dans ce classement, justement, l'université de Tchang occupe la 68e place sur 100, l'université de Yaoundé 1, 78e rang sur 100, l'université de Bouya, 83e rang sur 100 et l'université de Ngaoundéré, 96e rang sur 100. Oui. Vous êtes satisfait de ce classement? Je pense que le classement ici répond notamment à un besoin, notamment d'évaluation des performances des institutions académiques, notamment sur le continent africain. Et à y regarder de près déjà le classement de l'université de Tchang ou encore le classement de l'université de Ngaoundéré, de Bouya, de Yaoundé 1, sont des classements honorables qui vont davantage s'améliorer parce qu'en fait, il faut comprendre que le chef de l'État aujourd'hui, plus que jamais, a mis des moyens importants pour améliorer la qualité de la formation. Ils ne sont pas dans le top 50, même pas dans le top 20. Ils vont remonter un peu plus haut d'ailleurs, pratiquement vers le 30e, parce qu'en fait, des moyens sont mis en œuvre pour cela. Le ministre d'État a signé déjà il y a une semaine à peu près la décision portant notamment attribution des centres de développement du numérique universitaire à chaque université d'État. Les 8 universités d'État, et puis maintenant les 3 nouvelles, on va y construire des centres de développement de l'université. Savoir, en fait, nous sommes rentrés dans l'université de 3e génération, qui est le tout numérique aujourd'hui. La formation en distanciel va prendre le dessus sur la formation en présentiel. C'est pas nouveau, Jean-Paul Mbia? C'est pas nouveau, non, c'est pas nouveau, mais ça doit s'étendre, en fait. Ça doit s'étendre. La mesure est déjà là depuis quelques années, mais elle prend de plus en plus racine, d'abord, dans la construction mentale et comportementale du jeune étudiant, à savoir, aujourd'hui, plus que jamais, on ne peut plus travailler sans son ordinateur portable, sans son téléphone Android, plus que jamais. Donc il y a cet appui que le chef d'État a accordé à travers les 500 000 ordinateurs et à travers les 25 milliards de francs CFA, les PB, HEV, pour un coût de près de 50 milliards et maintenant donc les 25 milliards notamment pour l'amélioration notamment de la bande passante. Donc une convention a été signée avec Camtel et ce travail est en cours dans les universités d'État. Donc en réalité, l'université camerounaise aujourd'hui, l'étudiant et l'enseignement sont plus que jamais aujourd'hui rentrés à pieds joints dans le cyberespace universitaire et académique. Et j'en parlais des fameux PB, pour ne pas dire problème. Et puis il faut dire que ce classement est davantage honorable parce qu'en fait, quand vous prenez le cas de l'université de Tchang, si je maintiens ce classement, qui est néanmoins fiable, l'université de Tchang vient juste un rang après l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar, qui est connue, dont la réputation est connue, parce que l'université Cheikh Anta Diop est réputée sur le continent africain et notamment en Afrique noire, comme étant une université qui forme des chefs d'État. Oui. Alors, Jean-Paul Mbia, les 8 premières places dans ce classement sont occupées par les universités d'Afrique du Sud. Comment comprendre que les universités de l'espace francophone soient autant à la traîne dans tel classement?
Je ne ferai pas la même lecture en termes d'anglophones et de francophones sur le continent africain, non, parce qu'en fait, comme le dit Cheikh Anta Diop, nous sommes tous liés par l'unité culturelle d'un continent, en fait. L'anglophone et le francophone, il n'y a pas de distinguo entre les deux, en fait. C'est la même souche ancestrale. C'est la même souche ancestrale. Mais qui est des universités. Il faut remonter un peu plus haut pour comprendre cela. Ça va, par exemple, au niveau de la monnaie, au niveau notamment de l'amélioration technique et technologique de l'espace dans lequel se déploient ces universités. Maintenant, pour ce qui est des universités sud-africaines, bon, comme vous le savez d'ailleurs, l'Afrique du Sud au classement géopolitique et géoéconomique mondial, un rang qui tutoie notamment les universités américaines, par exemple, à y regarder de près, tout comme le Maghreb, c'est-à-dire l'Égypte, Tunisie, Maroc, Algérie et autres, font partie de la géographie économique de l'Europe. Donc, au plan infrastructurel et structurel, il y a déjà une avancée pour ce qui est notamment de ces universités. Maintenant, il faut dire qu'en ce qui concerne les universités francophones, effectivement, une amélioration notamment de la rentabilité, de la qualité des enseignements est perceptible. Nous avons les meilleurs dans le monde. Dans toutes les plateformes universitaires au monde, vous retrouvez les universitaires camerounais. C'est-à-dire que si vous avez peut-être, en regardant les revues sur le continent africain de part et d'autre, on retrouve les universitaires camerounais, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie et même en Océanie. Nous avons parcouru d'autres classements. Les universités camerounaises figuraient dans les 3 millième rangs. Nous allons revenir quand même sur le continent africain. Vous êtes journaliste de souche. Eh bien, les faits, ils sont sacrés, vous le savez. Quand on parle des universités africaines, je reviens sur la francophonie et l'anglophonie pour vous poser la question, pourquoi on n'est pas aussi, quand je parle de nous, je parle de vous, je parle du Cameroun, pourquoi les universités francophones, je vais citer hormis le Cameroun, d'autres pays francophones, ne tirent pas des leçons des universités dans le système, qui ont le système anglo-saxon, par exemple. Parce que les classements leur donnent toujours une position plus honorable. Non, je pense qu'il faut d'abord voir, alors, il faut d'abord questionner l'instrument de classement, la critériologie qui préside au classement, et de trois maintenant, quels sont les indicateurs de performance qu'on prend dans les universités camerounaises et francophones pour pouvoir procéder à une évaluation. Il faut déjà questionner tous ces agrégats. Alors, le second point maintenant, c'est de voir maintenant, alors, ces universités camerounaises auxquelles on fait allusion, c'est lesquelles? Nous avons 11 universités d'État déjà. En regardant notamment la carte universitaire aujourd'hui, elle est suffisamment riche. Et notamment, elle est riche d'enseignement, elle est riche maintenant de formation de qualité. Mais j'aimerais quand même faire remarquer que seules 6 universités francophones figurent dans ce classement, et sur les 6, 4 sont camerounaises. Oui. Vous n'allez pas contester cet autoclassement cette fois-ci? Pas forcément parce qu'il y a des universités camerounaises, mais je pense que voilà. Et elles sont jointes dans ce classement par l'université d'Abomey et Calavi au Bénin, 63e place, tu le disais tantôt, et l'université Cheikh Anta Diop, 66e place. Eh bien, dans le registre des faits de société cette semaine, on a enregistré à Mbouda une énième horreur. Un homme, visiblement sans raison apparente, débarque dans une concession et tente d'ôter la vie à toutes les personnes qu'il rencontre sur son chemin. Le chef de cette famille aura la vie sauve de justesse, mais ses épouses, les deux, vont y succomber. Et après cet océan de larmes qui a été décrit par Samuel Baïha, eh bien, Arnaud Gueffa va nous conduire à Fifinda vivre des noces particulières. Un prétendu malade mental, méconnu dans le village Bazengtia, assassine de sang-froid. Rosalie et Sorel, les deux épouses de Prosper. Maintenant, avec la latte, voulant me frapper sur la tête, j'ai barré comme ça là. C'est pour ça qu'il a coupé l'endroit, c'est comme ça, avec la latte. Après, il a fui avant de tuer les gens comme ça. L'homme muni d'une latte, dans sa furie meurtrière, agresse des individus et détruit un véhicule. C'était à 5h20. J'ai compris puis dehors comment quelqu'un est en train de frapper la voiture. Dehors, il dit que c'est avec son agent qu'on a payé la voiture. J'ai maintenant ouvert la porte, je suis sorti. Quand il parle à votre toi, il n'y a pas de problème. C'est l'art de ce qu'il a fait qu'on voit que non. Peut-être le type n'est pas normal. Le drame de Batiam, à l'ouest du Cameroun, révolte la foule, assoiffée de vengeance. On a voulu qu'on libère le type pour qu'on lui fasse ce qu'il a fait aux autres. Les gendarmes engagent la médiation. La vapeur tombe après une longue discussion. Le présumé criminel est transféré à la compagnie de gendarmerie de Mbouda. Le mobile de son acte reste inconnu. Chaque geste d'amour ici concourt à la légalité de l'union.
Devant le maire de Lukunje, département de l'Océan, elles sont 4 femmes et un homme sur le banc des mariés. Amour au masculin singulier, mariage au féminin pluriel. Mes chères dames, vous tous là, vous cherchez, vous épousez un seul homme, c'est ça? Polygamie signée et assumée de part et d'autre. Tour à tour, la preuve par 4 d'une série d'amours nés entre 1982 et 2015 dans leur nord-ouest natal, loin là-bas. Et finalement, légalisée ici à Fifinda, village d'accueil de cette famille de déplacés internes. Monsieur, on a fui la guerre. Arrivé ici, maintenant, j'ai trouvé mieux que de ne pas faire les appels près. J'ai vu les parents arranger tout ce qu'on me demande. Comme ils sont là, ils me soutiennent beaucoup. Belle histoire, déjà écrite en presque 4 décennies, pour cet homme riche au sens des considérations africaines. Il est riche parce que, voyez-vous, s'il a un problème aujourd'hui, c'est 5 familles qui viennent à la rescousse, sa famille et les 4 familles de ces 4 femmes. Maintenant, dans chaque famille, il y a l'entre-genre. Une famille connaît, il y a une interpersonnalité, des familles qui connaissent des gens. Ça veut dire que cet homme-là, il peut plus mourir de problèmes basiques. Nos lois le permettent. Pour le mariage, dans ces articles 212, 213 et 215. Nos us et coutumes aussi. Pour cet avisé, la polygamie fait partie de l'identité africaine. C'est la Renaissance africaine qui en marche. Je suis fier de voir un homme qui épouse 4 femmes, mais ça me heurte de voir un homme qui épouse un seul homme. Ça, c'est pas notre culture. Vous allez voir que pour cette actualité de ce monsieur qui épouse 4 femmes, ça ne fera pas large écho. Mais si un monsieur épouse un homme, tous les médias en parleront. 4 épouses et ce n'est pas fini. La 5e se veut spéciale et espère être, dans les jours à venir, la vedette d'un autre mariage. 2 places, cette fois-là. Alors, revenons au sujet principal de cette édition de la rétrospective de l'information, Jean-Paul Mbia. Plus de 157 400 nouveaux étudiants ont frappé aux portes des universités d'État, selon les prévisions du chancelier des ordres académiques, le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Gerfam Ndongo. Eh bien, ça va porter à 550 000 l'effectif global. Non, exactement, le ministre d'État parle de 511 000 étudiants. D'accord, merci de corriger, 511 000. Qu'est-ce qui attire autant de monde dans les universités quand on sait que l'emploi n'est pas toujours garanti au terme de la formation? Non, je pense qu'ici, il faut féliciter notamment la politique éducative qui est inspirée par le chef de l'État, qui en est l'éclusier, c'est-à-dire qu'ici, les universités continuent de drainer des masses parce qu'en fait la société aussi évolue, elle se modernise. Et pour être un acteur aujourd'hui, il faut aller à l'université, il faut aller se former à l'université. C'est un espace ouvert à tout le monde. Et les critères d'accès maintenant ne sont pas encore rigoureusement, ne sont pas encore des critères qui écartent, qui ostracisent ceux qui veulent y entrer. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir son baccalauréat, son A-level ou une capacité en droit et on s'inscrit à l'université. On y forme des experts dans plusieurs niveaux. Regardez un tout petit peu dans les années 60, les indépendants, 70-80. Qui étaient les hommes d'affaires? C'est ceux qui n'étaient pas allés loin à l'école. C'était un espace où notamment les gens se déployaient en fonction des moyens dont ils disposaient. Mais aujourd'hui, l'université donne maintenant une ouverture d'esprit, un éclairage sur le monde. C'est-à-dire qu'en fait, le jeune qui entre à l'université va à l'université pour se former. C'est un espace de compétition, d'émulation. On va acquérir de nouveaux savoirs. Le monde se modernise et se mondialise en général et devient donc un village planétaire pour tout le monde. Et puis je voudrais terminer par en disant ceci, l'université aujourd'hui a connu une mue qualitative, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jeune qui entre à l'université, il a 16 ans, 15 ans, 17 ans ou 18 ans, voire 20 ans, mais maintenant quand il s'inscrit à l'université, il y amène également un projet de création d'entreprise. On a mis un instrument tout récemment sur la base de la coopération, le fleuron, entre le Cameroun et la France, l'observatoire des métiers de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire le jeune qui arrive doit maintenant s'initier à la formation d'un métier. Il ne doit plus être dans une posture d'adventiste, c'est-à-dire celui qui attend. Il n'attend plus, il doit aller vers le monde du travail, il doit être agressif. Et à ce titre, on a 1077 filières professionnelles et professionnalisantes. C'est-à-dire que les jeunes qui entrent doivent savoir soit faire le design pour la coiffure, par exemple, ou en compétence au niveau au plan cinématographique, apprendre à faire une ou deux choses. Le troisième point maintenant, pour terminer, c'est simplement que les jeunes doivent davantage mettre un accent
un accent sur les formations pratiques. C'est-à-dire on alterne entre la théorie et la pratique. Et il y a une charte qui a été mise en place le 20 décembre. Je souligne davantage les formations pratiques parce que dernièrement à l'université de Douala, on a fait un reportage qui décrivait un campus sous des ténèbres pendant 2 semaines. L'université était sans courant électrique, délestée par Eneo. Et on s'est quand même demandé s'il y a des formations qui répondent aux besoins. On se serait attendu, par exemple, qu'il y ait des écoles comme l'IUT ou l'ENSET qui puissent produire des plaques photovoltaïques pour éclairer l'université, pour illuminer l'université. Il faut déjà regarder de très près, parce qu'en fait, il faut déjà questionner Eneo en réalité. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas exiger d'une université d'État de payer en 3 jours, en 72 heures, un peu plus d'1 milliard 100 millions de francs CFA. Les alternatives ne sont pas enseignées. Mais maintenant, on ne va pas s'en tenir sur cette querelle-là qui a évolué, parce que monsieur le ministre d'État, en liaison avec monsieur le ministre de l'Eau et de l'Énergie, on peut trouver déjà une plateforme d'entente pour que notamment on puisse laisser un espace un petit répit pour que l'université d'État maintenant puisse notamment voir comment apurer ce passif qu'on a trouvé sur place, qui remonte à 2013. Le recteur est arrivé là à peine le 11 juillet 2019, il s'est mis au travail. Mais ce qui est important, c'est de savoir quelle est la transition énergétique, quel est le module de transition énergétique qui a été mis en place le fond de ma question. À l'université de Douala. Alors le jeune directeur de l'École nationale supérieure polytechnique de Douala, qui est un brillant sujet dans le domaine, est spécialisé en énergie. Steve Ruben Mwangue, il travaille jours et nuits avec tous ses collaborateurs pour faire une proposition concrète à monsieur le recteur et à monsieur le ministre d'État. Et cette proposition, elle est en cours en ce moment. Vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup de choses en cours sans qu'on ait des résultats palpables? On y sera bientôt. On y arrive là, parce qu'en fait, il faut aussi budgétiser cela. Vous savez, bientôt, ça peut être 1000 ans, hein? Non, je pense quand même pas. De manière claire, une solution définitive et pérenne est en train d'être trouvée pour ce qui concerne l'eau dans les campus et l'énergie également. Ok. Alors, en plus des 11 universités d'État, il y a plus de 400 instituts privés. 415. 415 qui accompagnent l'État. D'enseignement supérieur au Cameroun. Et qui accueillent 110 000 étudiants. Les IPES, voilà justement. Quels sont les critères sur lesquels le MINSUD se base pour autoriser la création de les IPES, justement? Tout à fait. Les IPES, en réalité, participent notamment de la volonté du partenariat public-privé. PPP, partenariat public-privé. Donc les IPES accompagnent notamment la symphonie qui est mise en place au ministère de l'Enseignement supérieur. Et je sache qu'à ce titre, notamment, leur rôle est essentiel. L'université camerounaise, en général, produit 50 000 diplômés par an, dont plus de 20 000 émanent des IPES. C'est-à-dire les BTS et les licences professionnelles, voire les masters professionnels. Alors, quand vous regardez l'Europe, la carte de l'Europe aujourd'hui, l'Europe, en fait, a été construite par des bacs plus 2. Quelques bacs plus 3, pas des docteurs, c'était les bacs plus 2. C'est-à-dire ces techniciens de l'ingénierie, de la technicité, du technicisme qui ont travaillé dans des ateliers pour voir comment aménager les rues, tracer des villes au plan urbanistique, cadastral, architectural. Oui. Donc les bacs plus 2 maintenant accompagnent. Nous avons près de 520 journaux sur la place. La moitié notamment émane des BTS. La plupart de nos confrères journalistes sont formés Bac plus 2, certains Bac plus 3 qui accompagnent dans le processus. Donc cela maintenant est très important et impacte considérablement dans la production et la rentabilité économique dans un pays comme le Cameroun. Certaines de ces institutions sont parfois confinées dans des locaux étroits qui ne payent pas de mine. Non, la gouvernance est à pied d'œuvre. Vous opérez le contrôle tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif. Un IPES répond d'abord au moins 7 critères. 7 critères, c'est-à-dire le premier critère, c'est d'abord, il faut avoir des infrastructures, il faut avoir la logistique ou encore l'équipement, il faut maintenant avoir des programmes qui sont certifiés par le ministère de l'Enseignement supérieur, d'où la gouvernance académique et la gouvernance du service public en général. C'est-à-dire qu'on envoie l'IGS, envoie des experts sur le terrain, ou encore l'IGA, l'inspecteur général des affaires académiques, envoie des experts sur le terrain pour contrôler les programmes d'enseignement. Vous voyez un tout petit peu la diplomation maintenant. Et à la tête de chaque IPES, il y a un ancien professeur d'université, un ancien professeur de rang magistral, qui préside, qui tuteur l'IPES. Mais maintenant, au-dessus de l'IPES, il y a une université d'État qui joue maintenant le rôle central de coordination de toute l'activité de fonctionnement dans cette IPES. Le portefeuille, par exemple, de l'université de Douala, près de 70 IPES, un portefeuille. C'est pas assez pour une seule université? Non, bien sûr, il y a des experts qui font ce travail. Le professeur René Joly Assakou, qui est le vice-directeur en charge de l'enseignement, de la professionnalisation et de la technologie de l'information et de la communication, joue ce rôle avec ses collaborateurs. Sur le plan de la qualité
Quel est le regard que vous portez sur... Je vous ai fait savoir, Madame Naoussi, qu'en fait, l'université est adossée sur 3 piliers. C'est-à-dire l'assurance qualité, la professionnalisation et la numérisation des enseignements, et enfin maintenant l'employabilité des diplômés. Qu'est-ce que l'assurance qualité? C'est la norme, c'est le respect de la norme, c'est-à-dire les standards d'une salle de classe, d'un cours, les cours qu'on dispense, on regarde l'harmonisation. Jean-Paul Biya, il a existé dans ce pays un conseil de l'enseignement supérieur scientifique, justement, dont on ne parle plus depuis belle lurette, sans savoir s'il a été abrogé. Dites-nous, qu'en est-il exactement aujourd'hui? Le conseil existe toujours, mais il faut comprendre la vision du chef de l'État. Où est-ce qu'il mène l'université camerounaise? Le président arrive au pouvoir en 1982. Le dernier conseil avait eu lieu quelques mois avant son arrivée au pouvoir. Mais il faut se rendre à l'évidence que le 28 juin 1986, le président Biya est allé en visite officielle à Ngaoundéré et allé à l'université de Ngaoundéré prononcer un discours programme sur toutes les universités d'État. C'est-à-dire, le discours du président était adossé sur la réforme binomiale université-entreprise. C'est le signal fort qu'a donné le chef de l'État le 28 juin 1986 et qui gouverne jusqu'à aujourd'hui le fonctionnement de l'université camerounaise. Et évidemment, il a adossé par ses Sherpas, des adjuvants, forces bénéfiques qui gravitent tout autour de lui. Donc, c'est un tracé. Le conseil maintenant, mais évidemment, il y a donc une sorte d'extension de cet espace de décision vers les universités d'État, où le chef d'État régulièrement accompagne tout le processus de fonctionnement de l'université d'État aujourd'hui. Il y a eu des PCA qui ont été créés, ça a été créé, maintenant c'est fonctionnel. Les universités d'État maintenant, le recteur est entouré par 3 vice-recteurs, il y a des chefs d'établissement qui ont des collaborateurs. Tous ces dispositifs-là participent de la volonté du président lui-même. Il suit au quotidien toute l'actualité de l'université et dans l'interaction avec le ministre d'État, à qui il donne régulièrement des instructions, des orientations à travers le Premier ministre chef de gouvernement. Donc, je donne l'espace. Pour sortir de l'actualité, justement, de cette thématique, les défis qui sont les vôtres aujourd'hui pour que les universités camerounaises atteignent les objectifs escomptés, quels sont les défis à relever aujourd'hui? C'est améliorer la qualité et la performance des universités d'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un confrère, un collègue, qui notamment a dénoncé un tout petit peu quelques brebis galeuses dans nos rangs, mais c'est vrai qu'il a été excessif, il a été un peu iconoclaste, à savoir qu'en fait, il y avait 1% de professeurs d'université et 80% d'instituteurs non. Je pense qu'en fait, c'est des remarques que fait très souvent M. le ministre d'État, à savoir demander aux enseignants de renouveler et d'adapter, d'arrimer notamment les enseignements au cyberespace mondial. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être ankylosé ou encore sclérosé. Les termes sont de lui-même. Un enseignant qui vient inoculer du mauvais vaccin aux étudiants, elle a pour contribuer notamment à la destruction, à la déconstruction de l'université. Et à ce titre, notamment, je pense que le ministre d'État encourage les enseignants à faire des recherches et il y a une prime à la recherche, à la modernisation, de plus de 10 milliards et demi. Il ne faut pas répéter le même cours d'année en année aux étudiants. Il faut se recycler, il faut renouveler, il faut poursuivre la recherche. C'est entendu. Eh bien, la rentrée universitaire, c'était le 4 octobre dernier, et nos reporters se sont rendus sur le terrain, cette fois-ci, pour toucher du doigt le vécu, les conditions de vie des étudiants dans les mini-cités universitaires. Un tour au puits, ainsi commence la journée de Nelson, étudiant en lettres modernes françaises, à l'université de Yaoundé 1. Nous sommes au quartier Bonas, ici, à Yaoundé. S'approvisionner en eau, un véritable calvaire pour les étudiants de ce secteur. Si je ne parcours pas cette distance, imaginez que vais-je faire. De retour dans sa mini-cité, où il partage la chambre avec sa grande sœur, le jeune étudiant en 2e année réchauffe son plat de poulet d'hier en guise de petit déjeuner. Simple petite réception donc... J'ai mis quelques morceaux de côté, c'est juste ça. De nos jours, les parents n'ont pratiquement rien. Nous sommes obligés de faire avec, obligés d'employer ce qu'on a. Face à ces conditions précaires, marquées la plupart du temps par la galère, les plus futés développent un business dans la mini-cité, non seulement pour subvenir à leurs propres besoins, mais également pour alléger un tout petit peu la tâche aux parents qui souvent n'ont pas assez de moyens. Je fais le call, je fais money, mobile money, je vends les biscuits sur mon comptoir. En clair, c'est beau d'aller à l'université, mais c'est encore mieux si on est capable de supporter et de surmonter tous les obstacles. Habituellement, les étudiants habitent dans des maisons où les mots ne sont pas assez forts pour décrire la vétusté. N'y a-t-il pas
une coordination entre les bailleurs et l'université pour offrir aux étudiants quand même des conditions de vie acceptables? Je pense qu'ici, la gouvernance, à partir de la gouvernance sociale dans les universités d'État, et je sache qu'en fait, le ministère n'est pas muet sur le sujet. Il y a toute une brigade des logements qui est encadrée notamment par l'inspecteur général des services, qui a déjà mis en place un chronogramme pour ce qui est de l'année 2022-2023 avec des descentes sur le terrain. Et notamment cette brigade a le soutien des autorités administratives, dont les préfets des 58 départements accompagnent notamment, appuient cette activité notamment de contrôle, de vérification. Mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue, dans un contexte de libéralisation, dont la mise revient aux plus offrants. Vous voyez un tout petit peu? Parce qu'il y a un bailleur de fonds qui déclare ses impôts, je l'espère très bien. Est-ce qu'ils déclarent leurs impôts? C'est-à-dire qu'il appartient maintenant au fisc de voir comment les pourchasser sur ce terrain-là. Un bailleur qui déclare ses impôts, qui a notamment des contrats de bail avec les étudiants qui y résident, notamment, on doit pouvoir contrôler les prix qu'il met sur le marché. Vous voyez un tout petit peu. Dans le contexte actuel, il faut tenir compte d'abord de la bourse de l'étudiant qui est relativement faible, ou moyenne selon le niveau de rang social, mais en même temps, le coût, la qualité de la minicité qu'on lui présente. Il y a la valeur marchande d'une minicité également. Vous savez, dans un contexte d'offre et de la demande, quand l'offre est inférieure à la demande, c'est l'occasion pour les bailleurs de procéder à des surfacturations et c'est très compliqué. Eh bien, cette semaine, on parlait également de la célébration de la 28e édition de la fête des enseignants. Ils ont battu le pavé en revendiquant des meilleures conditions de vie. Nous allons nous rendre à Douala, mais également dans l'arrière-pays, pour vivre le quotidien d'un enseignant qui est à la fois directeur d'école. Reportage. Des médailles pour célébrer les enseignants ici à la place de la BSEC et à Douala. Je voudrais également remercier la haute hiérarchie du ministère des enseignements secondaires qui a bien voulu reconnaître notre modeste contribution à cette œuvre si chère. J'invite mes collègues à travailler de même ou aussi en mériter parce que c'est au prix du travail, il faut qu'on reçoit la récompense. Ce sont là des décorations qui ne réjouissent pas certains seigneurs de la Craie venus malgré eux prendre part au défilé de ce 5 octobre. Je ne suis pas fier d'être là. C'est à cause de ces remises de médailles qu'on est ici. Ce n'est pas pour le défilé. Donc on n'est pas en train d'honorer l'enseignant. Cette célébration dans la cité économique est l'occasion pour le gouverneur de la région du littoral de revenir sur les solutions déjà apportées par le gouvernement pour résoudre le problème des enseignants dont la voix est portée par le mouvement OTS. L'État assure votre protection et garantit votre dignité. Le statut particulier, l'entière liberté de pensée et d'expression. Je voudrais redire ici que la valeur de l'enseignant ne saurait être mesurée à l'étalon d'un certain billet de banque, tout au contraire. Le souci ici, mal interprété par d'aucuns, est de vouloir valoriser et de porter au plus près de toute la communauté l'image de marque de vos efforts constants et répétés en vue de l'éducation d'une nation forte. C'est dans l'espoir d'un lendemain meilleur que ces hommes et femmes de la Craie ont marqué le pas vers la transformation de l'éducation au Cameroun, comme le veut le thème de cette année. Dès le son de cloche, l'instituteur de 36 ans entame la navette entre la CIL et le cours moyen 2. Transformation de l'eau liquide en l'état solide. On appelle ça solidification. Pierre Koutokobi est le seul enseignant de l'école publique de Mayobadi dans l'arrondissement de Bel-El. Un établissement à cycle complet dans lequel il est devenu le directeur. J'ai trouvé un directeur qui se battait aussi avec les maîtres des parents. Et à la fin, lui il est parti. Et j'ai reçu d'autres enseignants après lui. Et pendant que je jouais même le rôle d'intérimaire là. Et qui aussitôt ils sont partis. Moi je sais. Et il n'y a jamais eu de remplacement. Créées en 1976 par l'État, les installations sont aujourd'hui délabrées. Plus de 220 élèves fréquentent cette année cette école primaire publique. Vraiment ça coule. Quand il pleut, on se déplace, deux fois on arrête le cours, on ne peut pas, on ne fait rien. On voit le fouet et ça fouette également les enfants. Voici d'ailleurs sa gymnastique quotidienne afin de charger son téléphone. Prester travailler dans cet état, deux fois, j'ai fait. Au CEP, j'ai présenté 15 candidats et les 15 candidats ont réussi. Jusqu'à ce 5 octobre, l'école n'a pas encore reçu le paquet minimum de la commune. Il y a une semaine,
Un maître des parents a été recruté par l'APE. Ce dernier tient le premier niveau. On lui a dit qu'il y a le logement, bon, on va payer ton déplacement et on te paye 20 000 fin de mois. Même si c'est délabré, on fait avec. Parce que le problème majeur, c'est aider les enfants pour que les enfants puissent aussi grandir dans de bonnes conditions. Affecté ici dès sa sortie de formation il y a 8 ans, le natif de Mordor dans l'extrême nord habite dans un 2 pièces de fortune, sans électricité. Jean-Paul Biya, on parle de grandes ambitions à réaliser d'ici 2035 avec des enseignants qui travaillent dans des conditions aussi précaires, des enfants dans plusieurs zones, notamment dans l'arrière-pays, qui suivent les cours assis à même le sol. Vous voyez dans quelles conditions travaille cet enseignant. Comment atteindre cet objectif-là? Ça reste utopique, non? Il y a une réponse qui est toute simple, c'est la décentralisation. C'est-à-dire le transfert des ressources vers les régions, vers les communautés, vers les villages. On en parle depuis 1996. Non, ça a commencé en fait. Il faut déjà dire ce qui se fait quand même. Ça a commencé vous maintenant. Appréciez le rythme? Bon, peut-être pas encore de manière parce que c'est jusqu'en 2027 pour atteindre les 15% de transfert des ressources vers les communautés. Mais je vous ai dit que nous traversons une période relativement difficile. Entre-temps, ça presse les besoins. Le ministre des Finances a clairement dit qu'en réalité, le pays a perdu d'énormes ressources, que ce soit les revenus émanant notamment du pétrole ou autre chose. Je pense qu'ici, il faut comprendre d'abord le contexte dans lequel on se situe. Il y a un espoir avec la décentralisation qui a démarré. C'est-à-dire qu'en fait, le maire maintenant doit pouvoir s'approprier les ressources locales. Et maintenant, le secteur, que ce soit au niveau du Minédup, c'est le maire local ou encore le Minésec, évidemment le ministère de l'Enseignement supérieur. Oui. Les enseignants d'université ont une prime d'allocation à la modernisation de la recherche qui s'étend pratiquement à près de 18 milliards de francs CFA par an. Les étudiants ont une prime d'excellence qui est de 4,5 milliards chaque année. C'est budgétisé par l'État et ça accompagne donc la recherche pour ce qui est des étudiants ou encore des enseignants. Donc des normes et des efforts énormes sont notamment faits par l'État. C'est bon, dans les universités d'État, le FUAP n'existe plus. Fonds universitaire d'appui à la recherche. Mais c'est remplacé maintenant par d'autres instruments, comme par exemple le GIE, le groupement d'initiatives économiques. Donc des initiatives sont prises par la plupart des universités d'État, des instituts d'enseignement supérieur, et même dans le secondaire pour accompagner le processus. Le secondaire s'est amélioré de plus en plus avec notamment le paiement de plusieurs arrêts des enseignants. OTS et autres ont notamment eu un début de solution à leurs revendications. Bon, je vais davantage insister sur ce qui concerne l'enseignement supérieur, à savoir qu'en fait, le calme qu'on observe aujourd'hui dans les 11 universités d'État, et y compris dans les universités privées, c'est notamment l'appui notamment de l'État à ce niveau. Même les BTS qui viennent des IPES, parce que la prime d'excellence s'étend également dans les 415 instituts d'enseignement supérieur, c'est-à-dire tous les admis au BTS, les meilleurs sont primés par l'enseignement supérieur. Et la prime, maintenant en regardant la proportion sur 511 000 étudiants, près de 150 000 bénéficient de la prime d'excellence qui leur permet déjà de payer leur scolarité. De l'OTS vous diront, nous sommes lésés, est-ce qu'on ne peut pas mettre les mêmes moyens pour améliorer les conditions de travail des enseignants du secondaire et de l'éducation de base? Pourquoi cette disproportionnalité dans les traitements des enseignants au Cameroun? Il n'y a pas de disproportion de manière très criarde, je ne pense pas très bien. Tout récemment, en décembre 2020, le chef d'État a harmonisé l'âge de départ à la retraite à 60 ans pour tous les employés du secteur public. L'âge de départ à la retraite, c'est-à-dire pour la plupart qui étaient pressentis pour la retraite à 55 ans, se retrouvent tous à 60 ans. C'est déjà un effort fait par le gouvernement. Ça induit également, ça suppose que ça... Ça ne concerne pas les jeunes étudiants qui deviennent enseignants à l'âge de 30 ans. Ils ne pensent pas encore à la retraite. Pour qu'un enseignant dispense très bien ses cours, il faut qu'il soit également dans de bonnes conditions de traitement. Parce que l'infrastructure conditionne la superstructure. Et pour mieux asseoir la technostructure de l'État, l'appareil administratif. Et je pense qu'à ce titre, effectivement, donc les efforts que le gouvernement fait dans ce sens sont aussi accompagnés par les enseignants qui font des recherches. Ils font d'énormes recherches qui donnent également une autorité à l'État au plan international. Et le gouvernement accompagne la plupart de ces recherches. La plupart. Ce n'est des chiffres, on ne peut pas les quantifier de manière claire ici, mais beaucoup d'enseignants qui font de la recherche reçoivent des appuis additionnels de l'État. Tout récemment, le secrétaire général sur l'instruction de M. le ministre d'État a coordonné notamment le forum notamment
d'appui de la bourse de mobilité des enseignants. On a reçu 605 dossiers, 500 ont été éligibles et 157 ont pu accéder à la bourse de mobilité pour faire de la recherche. Ceux qui font du master, du doctorat, des post-docs, les HDR ou encore le concours d'agrégation. Monsieur le CTA, Jean-Paul Biard, vous m'amenez à reposer la problématique principale de cette édition de la rétrospective. Au-delà de toutes ces recherches qui sont menées, quelles sont leurs répercussions sur l'amélioration des conditions de vie du citoyen lambda? On parle de vie chère, on parle d'inflation, on parle de la satisfaction des besoins primaires selon Maslow. Toutes ces recherches qui sont menées par les universités et par les universitaires, les répercussions, c'est quoi? Qu'est-ce que ça apporte concrètement? Madame la Rousseau, je vous ai dit de manière claire, c'est-à-dire je prends le cas des diplômés de l'ESTIC et des départements de communication à Boya ou encore à Yaoundé 2. Les 512 journaux que nous avons sur la place, plus de 300 sont créés et fonctionnent à partir de la formation reçue à l'ESTIC, dans les départements de communication des IPS, à l'université de Boya ou encore à Tchang. La plupart émanent de là, pour parler de ce que je connais très bien. C'est-à-dire les jeunes, tous ceux qui créent des journaux aujourd'hui sont formés à partir de là. Pour lire un journal, il faut pouvoir manger, il faut pouvoir se loger, ce sont les besoins primaires. C'est là. Un jeune qui a un emploi, c'est déjà une famille qu'on nourrit. Un jeune qui a déjà un emploi, c'est son épouse, sa jeune fiancée, ses 2 enfants ou 3 enfants, ou encore ses 2 épouses, qui sont déjà à l'abri du besoin, à partir d'un emploi qui est créé à ce niveau. Mais comme je vous ai dit, le ministère des PME, le ministère des PME, et en qualité je vous ai dit le ministère des PME, j'ai pris un exemple très simple. Car ce que soutient d'ailleurs le chef de l'État, c'est les centres d'incubation d'entreprises qui reçoivent 150 millions chaque année du ministère des PME. Et déjà, dans quelques semaines, va se tenir à Yaoundé la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. On a réunion avec le ministre Achiba Serkin III dans une semaine à Yaoundé pour préparer la semaine mondiale de l'entrepreneuriat au niveau du Cameroun. Il y a un apport que l'apport des bailleurs de fonds, mais en interne, je vous ai dit, le ministère des PME accompagne l'enseignement supérieur en débloquant 150 millions chaque année. Je l'ai dit, au niveau de l'université de Douala, par exemple, il y a 7 entreprises industrielles qui sont déjà mises en place, qui fonctionnent déjà. Il faut maintenant davantage un accompagnement à des décideurs politiques et des décideurs économiques pour pouvoir rendre ça davantage opérationnel. Et c'est à partir de là maintenant qu'il y aura donc un impact perceptible au niveau du tissu économique, au niveau du tissu économique local. Nous allons évoluer. Cette semaine, on a parlé de Douala Magabel Rudolf qui a été assassiné en 1914 par l'Allemagne impérialiste. Et cette semaine, justement, dans la ville de Oum, une stèle a été érigée. Première fois dans notre ville de Oum qu'un lieu va obtenir le nom d'un roi africain. Rien que pour cela, cette journée aujourd'hui est une journée hors du commun pour Oum. Voici la place Rudolf Douala Mangabel dans la ville allemande Ulm. Un hommage rendu à un héros anticolonialiste exécuté en 1914 pour trahison à l'administration coloniale allemande. Inaugurée ce vendredi 7 octobre, cette place vient comme un symbole pour panser les plaies d'une relation inégalitaire autrefois entre l'Allemagne et le Cameroun. À quelques lieues du palais de la justice, pour rappeler l'injustice de l'acte envers le roi, près du lycée où Rudolf Douala Mangabel a fait ses études. Les années qu'il a passées auparavant à Allen, au collège, et ici à Ulm, ont marqué le jeune prince africain. Sans cela, son destin futur en aurait été un autre. Présent pour cette inauguration, Sa Majesté Jean-Yves Ebumbu Douala Mangabel, petit-fils du défunt roi et des autorités traditionnelles conviées. L'ambassadeur du Cameroun en Allemagne également. C'est avec un réel plaisir et un honneur tout particulier que je prends la parole aujourd'hui
en ma qualité de représentant de notre pays en Allemagne et plénipotentiaire de Monsieur le Président de la République Paul Biya. Entonné ici, ce chant Ode à Rudolf Douala Mongabel en langue douala qui reprenait les propos du roi qui a refusé de s'enfuir au moment de sa captivité. Non, je ne m'enfuirai pas, je préfère mourir, je ne laisserai pas mon peuple. Jean-Paul Biya, votre réaction qu'aujourd'hui l'Allemagne fédérale puisse ériger une stèle au nom de Rudolf Douala Mongabel qui a été assassiné par leurs ancêtres. Réaction? C'est une reconnaissance déjà de l'œuvre de ces grands patriotes, de ces grands nationalistes, de ces panafricanistes. Autant on a eu Rudolf Douala Mongabel à Douala, on a eu avec Martin Paul Samba Ebolova le même jour, 8 août 1914, et également à Kribi, le même jour également, Alexandre Madola était également exécuté notamment par les pays extérieurs. Je pense à ce niveau, c'est une reconnaissance et à nous maintenant de nous approprier nos propres, notamment d'abord nos héros, d'abord nous approprier nos héros et maintenant connaître notre propre culture en interne. Notre culture. Et comme le dit Cheikh Anta Diop, pour revenir dessus, en réalité, tout ce qui est entrepris dans le monde au plan purement scientifique, part de l'Afrique, part des rives du Nil. Et voilà pourquoi il le dit dans la Nation et l'agriculture est repris dans l'antériorité des civilisations. Aucune pensée scientifique n'est étrangère à l'Afrique qui fut la terre de leur enfantement. Et ça, c'est une pensée aujourd'hui que doit notamment reprendre comme un refrain la plupart des Africains. Vu la place que nous avons sur le monde, parce qu'il ne faut pas le perdre de vue, Madame là aussi, le premier habitant de la Terre est un noir. Pendant plus de 200 000 ans, il n'y avait que des noirs sur la Terre. Les Blancs, les Européens ont une histoire de près de 6 à 7 000 ans. Ils viennent d'arriver là. Les jaunes, les Japonais, les Indiens, c'est à peine 1000 ans d'histoire. Nous avons plus de 200 000 ans d'histoire. Donc nous sommes les propriétaires de l'humanité. Et donc la plupart des savants lui allaient démontrer. Yves Coppens, encore tout récemment, paléontologue, paléogénéticien, qui était professeur au Collège de France, a eu à le dire, à le redire. Dans la suite maintenant, dans les Cheikh Anta Diop, enfin dans le prolongement de Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, et puis la plupart des grands maîtres, l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est incontestable, c'est connu comme tel. Et à nous maintenant de nous approprier une fois de plus notre histoire, que ce ne soit pas les Savoyants de Brazza, les René Caillé qui viennent écrire l'histoire du continent africain, c'est nous qui devons écrire notre histoire. Et c'est le credo du professeur Jacques Famé-Ndongo, le professeur Pondi, le professeur Sindjoun et autres, qui insistent pour que les Africains s'approprient leur propre histoire. Et dans l'un des ouvrages du professeur Jacques Famé-Ndongo, intitulé Le génie africain est de retour. Est de retour. On en fera l'objet d'une autre émission la prochaine fois. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de la rétrospective de l'information. Jean-Paul Biya, conseiller technique numéro 1 au ministère de l'Enseignement supérieur, était notre invité. Monsieur le conseiller, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Merci. Chers téléspectateurs, merci d'être restés des nôtres comme c'est le cas tous les dimanches à 9h. La rediffusion, ce sera lundi à 9h, n'oubliez pas. Quant à moi, je vous retrouve à 13h dans le cadre du journal de la mi-journée, l'édition de l'information bilingue. Et dimanche prochain, à la même heure, je serai des vôtres. Restez des nôtres et portez-vous bien. Prenez soin de vous. Allez, à bientôt.